Bonjour à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors je sais que ça peut faire drôle de voir les Paléo News revenir après 2 ans et demi d'absence, mais j'ai décidé de ressusciter un peu ce format pour pouvoir vous parler de l'actualité scientifique, mais cette fois un peu plus d'un point de vue critique. Donc ça va être des Paléo News non scriptés, contrairement à avant, et ça va surtout être l'occasion de comparer ce que dit la presse comparé à ce que disent les articles scientifiques. Donc pour vous, très chers auditeurs, ça va être l'occasion de découvrir le véritable contenu des articles scientifiques. Alors on commence tout de suite, parce qu'on a du pain sur la planche, avec cette image. Cette image que vous avez certainement vu passer donc, dans la presse, qui est très jolie, hein, une vue... alors, c'est pas une vue thermique d'un dinosaure et de crocodile. Alors, ils disent que ce sont un Daspletosaurus et des Deinosuchus. Donc évidemment que c'est pas une véritable vue en caméra thermique, hein, c'est une reconstruction d'une caméra thermique. Donc niveau artistique, il y a de la prouesse technique hein, quand même hein, de ce point de vue-là. Et donc ça a pu vous faire penser, quand vous l'avez vu passer dans vos fils d'actualité, ça a pu vous faire penser à un article qui parlerait d'endothermie, en fait, hein, d'évolution de métabolisme à sang chaud chez les dinosaures. Eh bien, il n'en est rien. Voilà, déjà on commence. Hein. Il n'en est rien. Donc voici le titre de l'article. La fosse fronto-pariétale de la fenêtre dorso-temporale des archosaures et sa signification pour l'interprétation des structures vasculaires de l'anatomie des dinosaures. Grosso modo traduit. Hein. Donc qu'est-ce à dire que ceci? Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Bon. Alors déjà, première chose qu'il faut analyser quand on lit un article, c'est les auteurs. Donc qui sont ces gens? Je ne sais pas qui sont ces gens en réalité, à part Lawrence Whitmer qui est le dernier auteur, et la position de dernier auteur veut dire que c'était lui en gros le chef de l'équipe. Et Lawrence Whitmer, lui, il est très connu parce que quasiment tout ce que vous avez pu voir passer en matière de dinosaures où il y a des reconstructions en fait du cerveau. Alors toutes ces images où vous voyez le cerveau, enfin on ne dit pas cerveau normalement, on dit endocrâne, mais enfin on va appeler ça un cerveau, ce sera plus simple. Donc toutes les reconstructions de cerveau que vous avez pu voir passer sur internet où le cerveau est bleu, voilà, donc les reconstructions de cerveau dinosaure où le cerveau est bleu et le crâne est en transparent, c'est Lawrence Whitmer, voilà. Ou alors ça a été très fortement influencé par Lawrence Whitmer, mais il s'est vraiment imposé comme le leader en matière d'études des structures neurologiques chez les espèces éteintes, en particulier chez les dinosaures. Et du coup, c'est lui le leader de cette équipe d'illustres inconnus, en tout cas pour moi. Je sais que Casey Holiday est assez connu parce que cette personne a publié bien d'autres articles dans la même veine, mais je ne les ai pas lus moi-même. Donc voilà. Donc déjà, les auteurs, c'est plutôt du sérieux. Hein. Lawrence Whitmer, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Et alors cet article, ce qu'il nous décrit, c'est une structure qui est très connue chez les dinosaures, qui s'appelle la fosse, qui est une fosse en fait, qui se trouve dans la fosse temporale supérieure. Alors, si je peux vous montrer une jolie image, parce que les jolies images, autant l'article est très bien illustré, autant pour les non-spécialistes, c'est extrêmement obscur de comprendre ce qui se passe. Donc une image qui illustrerait bien le concept. Laissez-moi trouver ça. Oh là là, non... Il est vraiment très difficile à comprendre cet article. Voilà, donc quand vous regardez au sommet d'un crâne, il me semble que là on doit quand même relativement comprendre ce qui se passe, mais quand vous regardez le sommet d'un crâne de dinosaure, en fait vous avez les fosses temporales, donc vous avez les deux fosses temporales typiques du crâne d'un dinosaure, les deux fosses diapsides, et en fait à l'avant de la fosse temporale du dessus, il y a une fosse. Une fosse à l'intérieur de la fosse, voilà. Donc c'est une double fosse, c'est une inception de fosse si vous préférez. Donc là vous avez le dessin. Là on a une vue qui est semi-latérale, quoi, presque vue de côté. Un peu vue de côté, un peu vue du dessus. Et donc ce que vous voyez en fait c'est la fosse temporale avec le rebord de la fosse temporale qui forme une autre dépression à l'intérieur de la fosse temporale. Et à l'intérieur de cette fosse, on ne savait pas ce qui s'y passait. Donc ils sont allés disséquer des crocodiles, donc ça c'est une des images qu'on a vues avant, voilà, donc ils sont allés disséquer des crocodiles, donc là vous avez un crâne de crocodile vu du dessus, les crocodiles ont cette fosse temporale, et à l'avant de cette fosse temporale, ils ont découvert qu'il y avait des organes. Alors déjà c'est intéressant de savoir qu'on découvre encore des organes chez les crocodiles, hein, alors que c'est des espèces modernes. Et c'est intéressant aussi de savoir que c'est des paléontologues qui doivent aller disséquer les crocodiles modernes
pour comprendre ce qui se passe chez les animaux modernes. Donc ça, c'est déjà ça vous montre une des facettes qu'on montre pas beaucoup de la paléontologie, qui est que la paléontologie est extrêmement dépendante de ce qu'on sait des animaux modernes, puisque c'est notre seul point de repère, et que de temps en temps, le paléontologue est obligé de faire du travail de néontologue, de biologiste, quoi, pour arriver à comprendre ces fossiles. Donc là, c'est un très très bon exemple de ça. Donc ils ont disséqué des crocodiles, ils les ont scannés aussi, on voit qu'il y a des images de scan ici, et ils ont reconstruit ce qui se passait dans cette petite fosse, et en fait, ils ont découvert tout un système vasculaire à l'intérieur de ces petites fosses, et ce système vasculaire, en fait, ils ont fait des images thermiques de crocodiles, donc je crois qu'on voit ça un peu plus loin dans l'article, si on descend. Voilà, donc ils ont fait des images thermiques de crocodiles pour se rendre compte qu'en fait, ce système vasculaire, il servait à l'animal à refroidir en fait son cerveau. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez le sommet du crâne du crocodile, on voit ses yeux là. Et en fait, vous voyez que là, même les fosses temporales sont bien plus chaudes que les yeux eux-mêmes. Pardon. Est-ce que c'est plus chaud ou plus froid? Oui, regardez l'échelle, là, c'est plus chaud. Donc elles sont bien plus chaudes que les yeux eux-mêmes. Et donc c'est par là, en fait, que le crocodile relâche de la chaleur. Et du coup, ils en ont déduit que les dinosaures faisaient de même avec leur propre fosse temporale. Donc là, vous voyez, on a quand même... C'est toujours un site d'attachement musculaire. Mais maintenant, on a une nouvelle interprétation qui est qu'en fait, on est passé d'une vieille interprétation ici en haut, où toute la fosse temporale servait d'insertion musculaire, y compris cette fosse à l'avant de la fosse temporale. Et en fait, non, la fosse à l'avant de la fosse temporale, elle n'était pas pour des insertions musculaires. Selon eux, elle serait plutôt pour ces tissus vasculaires, avec un peu de tissu adipeux, c'est ce qui représente en jaune là. Hein. Donc si on fait un zoom, voilà, on voit ce tissu vasculaire, donc tous ces vaisseaux qui viennent directement du cerveau ou des structures environnantes et qui viennent relâcher leur chaleur, en fait. Et vous voyez même qu'ils ont un système à contre-courant qui permet aussi, si besoin est, en fait, d'empêcher la chaleur de partir, puisque le sang arrive dans les artères, ici en rouge, et si jamais l'animal a besoin de conserver sa chaleur au lieu de la relarguer, en fait, vous voyez qu'il y a la veine à côté qui suit en bleu, et cette veine, en fait, il suffit qu'elle se gonfle pour former un système de refroidissement à contre-courant, en fait, où la veine qui est pleine de sang froid va récupérer la chaleur de l'artère qui, elle, a du sang chaud. Donc c'est un système qui est connu chez d'autres animaux, mais c'est la première fois qu'on le met finalement en évidence chez les archosaures. Et du coup, vu que la plupart des dinosaures ont une fosse comme ça, et ça il me semble que c'est même un T-Rex, hein, elle est très très grosse chez les T-Rex. Oui, c'est ça en plus, Tyrannosaurus. Donc chez les T-Rex, il y a une très très grosse fosse, et c'est la première fois aussi qu'on met en évidence ce système de refroidissement. Et ça a d'énormes implications, mais pas forcément pour l'endothermie, parce qu'en fait, les oiseaux aussi ont ce système-là. Donc, vous avez les crocodiles à sang froid qui ont un système à contre-courant et de refroidissement, mais vous avez aussi les animaux à sang chaud, que sont les oiseaux, qui ont ce système. Donc, ça ne nous permet pas vraiment de savoir si les dinosaures étaient oui ou non à sang chaud. Par contre, ce qui y a d'intéressant, c'est que les cératopsiens, en fait, ils ont des fosses très très grandes. Donc si vous regardez le crâne de... J'essaie de trouver un cératopsien, mais je crois qu'ils en ont pas beaucoup dans cet article. Les cératopsiens, ils ont de très grandes fosses temporales. Vous prenez par exemple Taurosaurus, hein, le très controversé Taurosaurus, il a d'énormes fenêtres dans sa collerette, et en fait ces fenêtres, ce sont les équivalents des fosses temporales supérieures. Et donc pareil, si vous regardez des photos sur internet de Taurosaurus ou de n'importe quel cératopsien, vous verrez qu'en fait à l'intérieur de ces fenêtres, il y a des petites dépressions. C'est particulièrement visible sur Protoceratops d'ailleurs. Protoceratops a des fosses très profondes. J'essaie de retrouver en même temps où se trouve Protoceratops, c'est le D. Donc voilà, ça c'est Protoceratops, vu du dessus. Vous voyez les fosses temporales et vous voyez qu'à l'avant et autour des fosses temporales, il y a encore des dépressions en fait. Donc celles-là, elles sont très évidentes chez Protoceratops, et en fait ça devait contenir ce fameux système à contre-courant, ce fameux système d'artères, de veines et de tissus adipeux qui sert à se réchauffer quand il fait trop froid ou à se refroidir quand il fait trop chaud. Donc ça et si
il y avait de la vascularisation là-dedans, et ben ça peut avoir aidé aussi les cératopsiens à avoir coloré leur collerette. Puisque vous savez que ça, c'est une des très grosses hypothèses qui traînent en ce moment, c'est est-ce que ces trous là dans les collerettes, ils n'étaient pas remplis avec du tissu qui était capable de changer de couleur en fonction de la dilatation des vaisseaux? Eh ben, il se trouve que cet article tente à le confirmer en fait. Bon, encore une fois, on n'a pas de préservation de tissu mou, hein, donc ça reste de l'hypothèse, mais l'hypothèse s'étoffe avec cet article. Donc, système de refroidissement ou de réchauffement et possiblement, du coup, l'utilisation de ces veines pour pouvoir colorer les collerettes chez les cératopsiens. Donc, on attend avec impatience la suite de cette étude parce qu'ils annoncent qu'il va y avoir une suite dans cet article et on est impatient de savoir quelles vont être toutes les extensions qu'ils vont pouvoir trouver à cette découverte. On continue avec les dicynodontes. Alors les dicynodontes qui sont les thérapsides, qui sont des thérapsides, c'est des reptiles mammaliens qui avaient un bec qui était généralement de taille moyenne, mais on en a découvert de très très gros. Vous avez peut-être entendu parler de l'Isovichia qui a été découvert en Pologne et qui devait... Alors les estimations disent 9 tonnes, mais elles ont été revues à la baisse récemment, on parlerait plus de 5 à 7 tonnes. Hein. Ce qui paraît logique parce que l'animal au final est de la taille d'un... Il est de la taille d'un rhinocéros, alors je vois pas pourquoi il ferait le poids d'un éléphant avec la taille d'un rhinocéros. Mais bref, je m'égare. Donc les dicynodontes, dont on pense bien qu'ils ont survécu jusqu'au Crétacé à cause d'un seul fossile que je cherche sur cet article, et le voici, le fameux fossile. Donc voilà, ce fossile, croyez-le ou non, mais il s'agirait en gros d'un morceau de prémaxillaire de dicynodonte avec une défense tourné vers le bas, qui serait donc caractéristique d'un dicynodonte. Et ça a fait couler encore une fois beaucoup d'encre, parce que si jamais ce truc-là, c'est un morceau de dicynodonte dans le Crétacé, ça veut dire que les dicynodontes ont survécu bien plus longtemps qu'on ne l'imaginait, puisque normalement, les dicynodontes se sont éteints au Trias et non pas au Crétacé. Donc, qu'est-ce qui se passe, Kezako ? L'hypothèse qui flottait en gros avant la publication de cet article, c'est que ce dicynodonte ayant été retrouvé en Australie, il s'agissait d'un survivant, de la même manière que les marsupiaux et les monotrèmes sont des survivants en Australie, de la même manière que les amphibiens temnospondyles ont survécu jusqu'au Crétacé en Australie alors qu'ils se sont éteints partout ailleurs bien avant ça. Donc voilà, l'hypothèse qui était plutôt séduisante au final, c'était que les dicynodontes avaient survécu très très longtemps, isolés en Australie. Et en fait cet article, il démolit complètement cette possibilité, donc je vous montre le titre de l'article, comme ça vous pourrez aller le chercher vous-même si ça vous intéresse. Alors pour l'instant il est encore à l'état de manuscrit parce que c'est une pré-publication, mais bon il est accessible publiquement, donc c'est pas un problème. Alors voilà, s'agit-il du dernier cynodonte, une réévaluation en fait de la taxonomie et du temporal relationship. Alors ce serait la disposition dans le temps d'un fossile australien contentieux, conflictuel, voilà. Et donc ce qu'ils ont découvert en fait, c'est qu'en regardant dans les collections, ce petit bout là que je vous montre, de défense avec du prémaxillaire, en fait, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul dans les collections où il a été retrouvé, parce que, évidemment, il faut refaire tout l'historique de ce petit morceau d'os avant ça. Donc, en fait, ce morceau d'os, il n'a pas été découvert par les scientifiques directement sur le terrain. Il a été découvert par un fermier donc sur le terrain de sa ferme au début du XXe siècle. Il a été ramené au musée et il a été oublié là, en gros. Et c'est seulement en 2013 que quelqu'un s'est dit « Oh tiens, je vais l'étudier ». Alors je regarde si c'est bien en 2013. Est-ce que c'est en 2013 ? Ou est-ce que c'était en 2003 ? Est-ce qu'ils en parlent ? Est-ce que vous en parlez quelque part ? Oui, en 2003, voilà, Tulborn et Turner qui ont proposé donc qu'il s'agissait d'un dicynodonte survivant. Voilà. Donc en 2003, il y a quelqu'un qui le retrouve dans les collections. Tulborn et Turner le retrouvent dans les collections et le publient en disant « Les dicynodontes ont survécu jusqu'au Crétacé, c'est la seule explication possible ». Et en fait, ce qu'ont fait les auteurs de cet article, de ce nouvel article, qui ne sont pas Turner et Tulborn, mais qui sont Knudsen et Hurlemans, oui, parce que c'est un fossile
C'est un fossile qui, je crois, se trouve dans les collections de Tübingen. Alors, c'est en Allemagne, du coup, c'est des Allemands qui étudient. Eh bien, en fait, ils se sont rendus compte que ce fossile, il ne se promenait pas tout seul. Il se promenait avec d'autres petits fragments osseux, et notamment un que je vais vous montrer, qui a des dents. Et alors là, ça, c'est des dents, quadrangulaires, donc en forme de rectangle, et bilophodontes, c'est-à-dire qui ont 2 lofts chacune. Et alors, quand on trouve des grosses dents quadrangulaires et bilophodontes en Australie, la première chose à laquelle on pense, c'est certainement pas un dicynodonte, puisque les dicynodontes n'avaient pas de dents, en tout cas pas de poste canine. Ils avaient une grosse canine et c'est tout, pour la plupart. Non, la première chose à laquelle on pense, eh bien, c'est à un diprotodonte, c'est-à-dire un wombat géant. Et donc, bah voilà, ça casse tout, quoi. Ça vous détruit tout le mythe. Non, c'était pas un dicynodonte, en fait, hein, ça appartenait à un wombat géant. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient juste pas stockés dans la même boîte, quoi, hein, c'est tout. Hein, ce morceau avec des dents et le morceau avec la canine, enfin avec la défense, devrais-je dire, parce que c'est pas vraiment une canine. Eux, ils le réinterprètent comme une incisive, du coup. Donc ce morceau avec les dents, avec les molaires, et le morceau avec la défense, ils étaient juste pas dans la même boîte. Et même de toute façon, en réexaminant la défense et en s'imaginant que voilà, ils étaient pas dans la même boîte parce qu'ils viennent pas du même endroit, bah ça marche pas non plus, parce que ils ont CT scanné, donc ils ont analysé par rayon X, voilà, ils ont fait des radiographies de cette dent, et en fait ils se sont rendus compte aussi que la dent n'avait de l'émail que une très fine couche d'émail que sur la face avant et pas sur la face arrière, donc c'est ce que vous voyez en rouge là. Et ça c'est important, parce que les dicynodontes, eux, ils avaient de l'émail tout autour de la dent, pas seulement sur la face avant. Et ça, par contre, ça colle très bien avec, encore une fois, une identification à un diprotodonte. Donc, tout s'effondre, quoi. Alors, qu'est-ce qui avait conduit finalement les premiers auteurs à penser qu'il s'agissait d'un dicynodonte survivant du Crétacé? Bonne question. L'espoir, certainement. L'espoir d'avoir trouvé quelque chose de très intéressant. Mais non, en fait, ce petit bout qu'ils ont trouvé, finalement, c'était juste une des incisives, en fait, du diprotodonte. Et voilà le bout de maxillaire avec les grosses molaires tels qu'ils devaient s'attacher au crâne original. Et là, ils ont même refait des datations pour dire si oui ou non ça venait du Crétacé. Et en fait, non, ça vient pas non plus du Crétacé. Donc, parce qu'à la limite, un diprotodonte du Crétacé, ça aurait été vachement intéressant. Mais même là, non, en fait, ça semble pas venir du Crétacé. Ils ont fait des analyses, ils ont fait des datations avec des isotopes radioactifs. Et en fait, ces datations montrent que ça vient du... Alors, ça montre que ça vient pas du Crétacé. Le signal est pas très propre, on va dire. C'est-à-dire que les différents os donnent pas les mêmes dates. Donc il y a probablement un truc qui s'est produit. Il y a eu trop de manipulation, peut-être, ou peut-être. Peut-être, et c'est la dernière hypothèse, c'est qu'en fait, les rapports qui datent du début du XXe siècle, donc il faut quand même mettre des grosses guillemets dessus, indiquent que le fossile a été trouvé dans une région, en fait, où il y a du Crétacé, il y a des sédiments crétacés, et au-dessus des sédiments du Crétacé, il y a une couche volcanique qui date de la fin du Cénozoïque. Peut-être quaternaire, peut-être Pliocléistocène, on ne sait pas exactement. Et en fait, le diprotodon, enfin les fossiles dont il s'agit, auraient été trouvés au-dessus ils auraient été trouvés dans une petite vallée d'érosion qui était au-dessus du Crétacé. Donc ils l'ont trouvé en fait Donc ces fossiles, ils auraient été trouvés dans une ravine, une petite ravine, et donc ils étaient décrochés complètement, et ils étaient plus en contexte sédimentaire, mais ils étaient au-dessus en fait du Crétacé. Donc ils étaient dans la partie volcanique. Et du coup, ils ont attribué par défaut ces fossiles à la couche sédimentaire la plus proche, qui est le Crétacé. Mais pour se retrouver là, il aurait quand même fallu qu'ils défient les lois de la gravité, quoi, ces fossiles de diprotodon ou de dicynodonte supposés. Donc ils étaient un peu coincés. Et alors, bon, maintenant, on sait quand même qu'il est possible de retrouver des fossiles dans des couches volcaniques. Hein. Les empreintes de pas de la Étolie, par exemple, ils ont été faits dans de la cendre volcanique. Et on a même découvert un crâne de rhinocéros dans une couche de lave. Un crâne de rhinocéros du Miocène dans une couche de lave. Donc des fois, ça arrive quand même que les fossiles soient préservés
soit préservé dans des roches volcaniques. C'est pas complètement impossible. Si vous êtes intéressé par le rhinocéros dans les couches de lave, il a été découvert en Turquie, et c'est un paléontologue français, Pierre-Olivier Antoine, qui l'a décrit. L'article s'intitule Cooked to Death, donc cuisiné à mort. Donc vous le trouverez assez facilement, il me semble qu'il est open access. Donc bref, là où je voulais en venir, c'est qu'en gros, il y a encore un truc qui va pas avec la provenance du Crétacé de cette chose, c'est qu'il a été découvert au-dessus du Crétacé au final. Donc il a été attribué au Crétacé par défaut parce que c'était la couche sédimentaire d'à côté, quoi, mais il y a peu de chances qu'il provienne du Crétacé, et donc le problème c'était les datations. Voilà, les datations, en fait, elles ont pu être perturbées par le fait que si les fossiles proviennent de la couche volcanique, il est possible que la chimie, donc qui est la base finalement des datations, ait été perturbée par le fait que le fossile se soit formé en conditions dans des roches volcaniques, quoi. Donc bon, les datations marchent pas vraiment, elles donnent des âges très différents, il y a même un des âges qui est permien ou dévonien, quoi. Donc c'est vraiment des datations qui valent pas grand chose, quoi, hein. Je veux dire, Diprotodon, on est à peu près sûr que ça vient pas du dévonien, hein. Sans trop se tromper. Donc bon, les datations sont pas bonnes, enfin sont pas vraiment, on peut pas vraiment s'y fier. Le fossile, tout est cohérent avec une identification comme un diprotodonte, rien n'est cohérent avec une identification comme un dicynodonte. Donc, rideau, ce n'était pas un dicynodonte du Crétacé. Article suivant. Et vous avez vu certainement passer cette image aussi dans vos fils d'actualité, vous qui êtes passionné de paléontologie, d'autant que c'est un article franco-suisse qui l'a publié, cette image. C'est la possibilité, la découverte finalement d'une tortue qui aurait été écrasée par un sauropode. Donc l'image est assez nette de ce point de vue-là. Donc la carapace de tortue aurait été complètement écrabouillée par ce gros pied de sauropode. Alors, cet article, il nous vient, comme je le disais, de chercheurs franco-suisses. Hop, voilà, donc voici le titre. Sous les pieds d'un sauropode, une tortue marine qui a été écrasée dans le Jurassique supérieur de Suisse. Donc vous voyez cette brochette de co-auteurs franco-suisses. Je n'en connais aucun. Donc, et c'est un article de taphonomie. Donc c'est pas, je veux dire, ça explique totalement que je ne les connaisse pas, puisque ce sont essentiellement, je suppose, des géologues, hein. On peut voir les... Donc quand vous ne savez pas d'où viennent les gens, vous vérifiez là les petits chiffres, ça vous indique en fait d'où ils viennent les gens. Et donc vous voyez, section d'archéologie et de paléontologie de l'Office de culture de la République et canton du Jura à Port-Entruy. Voilà. Donc je connais aucun paléontologue de Port-Entruy, donc c'est pour ça. Et le musée d'histoire naturelle de Bâle. Là par contre je connais des gens, musée d'histoire naturelle de Bâle, mais pas ces gens-là. Daniel Marty, c'est Daniel Marty qui vient du musée d'histoire naturelle de Bâle. Donc bon bref, si ce sont des géologues, ça explique aussi pourquoi je les connais pas. Je ne suis pas géologue, je suis paléontologue. Donc voilà, maintenant l'idée, est-ce que c'est vraiment... voilà, ça a été un peu survendu par les médias, parce qu'évidemment quand vous imaginez de retrouver quelque chose qui a été piétiné par un sauropode, évidemment, vous sentez le gros titre putaclic vous venir en pleine face. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut vraiment croire à cette interprétation? Et la réponse est... voilà. La réponse est bof. Disons que... Alors, comme je l'ai dit, je suis pas géologue, je suis pas taphonomiste, donc j'ai du mal à... Je vais avoir du mal à critiquer toute la partie taphonomie de l'article, qui est la partie la plus importante de l'article au final. Donc où ils décrivent que la carapace en elle-même a été d'abord enfouie, a commencé à fossiliser, puis elle aurait été piétinée, et en fait ils ont l'air de voir sur la carapace qu'en fait le piétinement aurait fait tourner légèrement certains éléments de la carapace de 7 degrés, avant que le pied en fait relâche sa prise sur la carapace. Donc je ne peux pas vraiment évaluer ça parce que je ne suis pas spécialiste. Par contre, ce que je peux évaluer, c'est tout simplement la question, est-ce que cette tortue a été retrouvée dans une empreinte de pas? Et la réponse est non. Ça, ils le disent assez clairement. Donc ça veut dire que c'est très très spéculatif. Voilà. Là, j'ai surligné un passage où ils disent ça a été retrouvé sous une couche qui contient des pistes à empreintes de dinosaures.
Voilà. Et après, il y a un autre passage que j'ai surligné plus bas. Voilà. Où ils expliquent voilà, que le... Donc, ah oui, non, ça c'est un autre truc. En gros, il y a un autre passage à un endroit où ils disent, voilà, que ça a été retrouvé proche d'une empreinte enfin d'une piste d'empreinte de dinosaures, mais c'est pas possible de comparer l'endroit où la tortue a été retrouvée avec les empreintes de dinosaures. Donc on ne sait pas si cette tortue a été retrouvée à l'intérieur d'une empreinte de dinosaure en fait. Et donc l'information a été perdue, il semblerait. Donc est-ce que cette tortue a réellement été piétinée? La réponse est bof bof. Là, vous voyez, c'est une section du plâtre dans lequel la tortue a été trouvée. Enfin, dans lequel la tortue a été extraite. Donc, ils ont un peu perdu l'information taphonomique en extrayant la carapace de tortue, et ça, c'est dommage. Et de toute façon, le dinosaure, même leur conclusion est très différente de ce que la presse a pu en vendre, puisque en fait, le dinosaure a marché sur la tortue alors qu'elle était déjà enfouie. Et ça, c'est important. Voilà, là, c'est écrit a piétiné une tortue déjà morte et enterrée. Donc, elle était déjà en cours de fossilisation quand le dinosaure est passé dessus. Donc, même si le piétinement a effectivement eu lieu et on n'a aucune preuve de ça directement, ce piétinement, il a eu lieu bien après que la tortue soit morte. Donc, on perd un peu tout le côté un peu impressionnant qu'on peut s'imaginer à la lecture d'un titre putaclic du genre une tortue piétinée à mort par un dinosaure, quoi. Non, elle n'a pas été piétinée à mort, elle était déjà morte et on n'est même pas sûr qu'elle a été réellement piétinée puisqu'elle n'a pas été retrouvée dans une empreinte de pas. Voilà, désolé de briser vos rêves. Et on va finir ce vrac avec un petit peu d'autopromotion, voilà, parce qu'il y a un article à Bibi qui est sorti cet été. Et c'est un article sur l'évolution du cerveau chez les éléphants où en fait on a étudié la première base de données, on a formé la première base de données de taille de cerveau chez les éléphants actuelle et fossile, donc la première grande base de données, et on l'a analysé avec une méthode de reconstruction phylogénétique basée sur le maximum de vraisemblance, donc c'est une méthode statistique voilà, qui permet de reconstituer les états ancestraux. Donc ça permet un peu de combler les trous, parce qu'au final, il y a 200 espèces connues d'éléphants fossiles, on a réussi à trouver des cerveaux que pour 17 d'entre elles, donc évidemment, il y a des gros trous dans la base de données. Et donc pour reconstituer ces trous dans la base de données, on a fait une reconstitution d'état ancestral. Et alors ce qu'on a trouvé, c'est plutôt intéressant, voilà l'arbre phylogénétique, c'est une augmentation générale de la taille du cerveau, que le cerveau le plus gros n'appartient pas aux éléphants modernes, mais à un éléphant éteint, l'éléphant nain de Sicile, Paléoloxodon falconeri. Donc voilà, un gros cerveau n'est pas une fin en soi, on ne le répétera jamais assez, hein. On peut être une espèce éteinte avec un plus gros cerveau que les espèces modernes. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a deux gros sauts dans l'évolution de la taille du cerveau chez les éléphants, donc ce qu'on appelle le quotient d'encéphalisation, le quotient de taille du cerveau. Il y a un premier saut qui a lieu à l'Oligocène et un deuxième saut qui a lieu au début du Miocène. Et ça correspond à des changements climatiques très importants. Et du coup, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Voilà, faut bien admettre les choses. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire, mais c'est quand même une coïncidence assez intéressante. Donc voilà, que les sauts en fait dans l'augmentation de la taille du cerveau aient eu lieu en même temps que des changements climatiques. Alors, est-ce que le cerveau étant justement l'organe qui produit le plus de chaleur, d'où la nécessité d'ailleurs d'évacuer cette chaleur dont on parlait avec le premier article, le cerveau produisant de la chaleur, est-ce que le fait qu'il y ait eu des glaciations à certains moments de l'Oligocène a joué sur l'augmentation de la taille du cerveau? Est-ce que c'est juste un effet secondaire de l'augmentation de la taille, parce que c'est aussi à ces époques-là que les éléphants commencent à devenir de gros animaux, hein, vous voyez aussi un saut dans la taille du corps de 2 tonnes à 6 tonnes quasiment. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Est-ce que le cerveau a juste évolué en tant que passager? Voilà, tout a grandi, donc est-ce que le cerveau a grandi aussi? Est-ce que on est face à est-ce que la taille du cerveau a généré plus de masse cérébrale et du coup les éléphants sont devenus plus intelligents et ça leur a permis de mieux survivre, notamment parce que ça leur aurait donné une plus grande flexibilité comportementale, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu de s'adapter directement, au lieu d'attendre que la sélection naturelle leur permette de s'adapter à ces changements climatiques, en gros,
ils sont capables de réagir directement avec leur intellect, c'est exactement ce que les humains font. Voilà, ça c'est la gros point d'interrogation. Cet article n'apporte aucune réponse à ces questions, mais il a le mérite de les poser. Voilà, et c'est nous qu'on l'a écrit. Donc si vous voulez aller le voir, il est open access. Le titre c'est l'évolution du cerveau chez les proboscidiens à travers le Cénozoïque, avec des collègues français, un collègue qui vient de Moldavie, deux collègues pardon de Moldavie, et un collègue sud-africain. Voilà. Mais il est maintenant temps d'attaquer le gros morceau de cette vidéo, et le gros morceau de cette vidéo, ce sont les énormes annonces qui ont été faites à travers tout cet été à propos de l'évolution humaine. Et on commence avec cette image que vous avez peut-être vu passer dans votre fil d'actualité, encore une fois, d'un crâne, et donc, enfin d'un crâne humain, ou du moins d'un crâne fossile humain, et qui était certainement sous-titré découverte d'un crâne d'Homo sapiens en Grèce et vieux de 200 000 ans. Eh bien ce crâne là que vous voyez là, c'est pas du tout un crâne d'Homo sapiens vieux de 200 000 ans. Le crâne d'Homo sapiens vieux de 200 000 ans, c'est celui-là. Voilà, c'est ce truc là. Voilà, donc c'est pas un crâne déjà, c'est un morceau de crâne. Et déjà ça fait toute la nuance. Déjà ça inclut de la nuance un peu à ce que vous avez pu voir sur internet. Vous avez aussi pu voir éventuellement une autre image dans les médias. Et cette image, je vais vous la montrer. C'était pas celle-là. Hop, voilà, celle-ci. Donc l'article est un peu lourd, il a du mal à charger, il y a beaucoup de grosses images dedans. Mais voilà, vous avez pu aussi voir cet article présenté avec une image sous cette forme-là. Et alors là c'est carrément malhonnête hein, de titrer un crâne d'Homo sapiens de 200 000 ans en montrant que ce crâne-là qui est justement pas un crâne d'Homo sapiens. Donc en fait, tout cela vient d'un article qui est cet article, pardon, je reviens là-haut, voilà. Tout vient d'un article qui est cet article paru dans Nature et qui s'intitule La cave d'Apidima et les les fossiles de la grotte d'Apidima livrent les plus anciens ancêtres d'Homo sapiens en Eurasie. Donc l'Eurasie, c'est la contraction d'Asie et d'Europe. Donc et ça c'est vrai, hein, enfin c'est vrai. On va voir que c'est raisonnable comme hypothèse, mais c'est juste la façon dont ça a été vendu, je trouve ça d'une malhonnêteté mais affligeante. Voilà, vous montrez cette photo en vous disant un crâne humain, un crâne d'Homo sapiens vieux de 200 000 ans, alors que voilà, ça c'est un néandertal, hein, et ça se voit au premier coup d'œil, il n'y a pas besoin d'être expert. Donc rappelez-vous, si vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite sur l'évolution humaine, je vous ai donné un petit tips qui est de regarder l'expression du regard. Si le regard a l'air méchant, c'est Homo heidelbergensis. Si le regard a l'air triste, c'est Homo sapiens. Si le regard a l'air neutre, avec les bourrelets susorbitaires séparés au milieu, eh ben, c'est un néandertal. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un néandertal. Il y a aussi d'autres caractères néandertaliens assez évidents sur ce crâne. Ici, il n'y a pas alors il n'y a pas ce qu'on appelle la fosse canine, c'est-à-dire que sur un Homo sapiens ou sur un Homo erectus, par exemple, le contour de la joue ferait ça, en fait, cric, et clac, il y aurait une petite indentation ici, en fait. Là, il n'y a pas d'indentation, c'est directement, hop, c'est une transition lisse jusqu'à la barre postorbitaire, entre la mâchoire et la barre postorbitaire. Donc ça, c'est très néandertalien. Et évidemment, un cerveau, vous voyez, une boîte crânienne oblongue au possible, même si elle n'est pas complète, on voit quand même qu'elle était plutôt oblongue que ronde. Donc voilà, ça, vendre un article en mettant la photo de ce truc-là et en disant que c'est Homo sapiens, c'est du vol. Donc, mais l'article en lui-même, qui décrit donc les restes humains qui viennent de la grotte d'Apidima en Grèce, là par contre, j'ai pas trop à contester le contenu lui-même de l'article. Donc, ils décrivent ces deux fossiles, donc celui-là comme un néandertal, et ils se demandent en fait si celui-là c'est aussi un néandertal, ce qui était le réglage par défaut, on va dire. Si vous trouvez un beau crâne de néandertal et qu'à côté, dans la même grotte, vous trouvez un autre morceau de crâne moins joli, bah vous allez tout de suite vous dire « Ah, c'est probablement un autre néandertal ». Mais il se trouve qu'en faisant des analyses, des analyses du contour du peu qu'on a, alors c'est un morceau de boîte crânienne, mais il y a quand même des différences notables sur la boîte crânienne de Néandertal et de Sapiens. Donc quand on fait des analyses du contour de la boîte crânienne, et là, hop, voilà,
Donc ça, c'est le contour en vue de profil de la boîte crânienne. Eh bien, Néandertal, il a un chignon occipital, hein, voilà, c'est ce qu'on appelle le chignon occipital, ce que Homo sapiens n'a pas. Donc il n'y a pas de chignon occipital, ce qui donne à la forme d'Homo sapiens une belle forme globulaire. Et si on cherche les fossiles d'Apidima, eh bien on constate que Apidima, le crâne Apidima, alors je ne sais plus, ils ont des numéros différents, on va vérifier. Donc c'est Apidima numéro 2, c'est le Néandertal, et Apidima numéro 1, c'est le Sapiens. Donc Apidima numéro 1, on va voir qu'il tombe parmi les Homo sapiens, alors que Apidima 2, lui, il tombe avec les Néandertals. Donc ça se voit pas trop sur ce graphique-là, parce qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes contours exactement, mais là, ça se voit bien. Donc les sapiens sont en bleu ici, et donc Apidima premier tombe complètement dans les Homo sapiens. Donc là, vous avez le crâne de Skull en Israël, les crânes de Kavzeh aussi en Israël, qui sont les plus vieux Homo sapiens, sapiens anatomiquement modernes, j'entends. Hein. Commencez pas à me sortir les sapiens, celui du Maroc notamment, Iroud, Djebel Iroud. Djebel Iroud, il tombe complètement, d'ailleurs, puisqu'on en parle, Djebel Iroud, il tombe complètement dans les Néandertals, pour le coup. Donc c'est dommage. Mais... Et ça va être un petit peu la nuance aussi. Vous voyez là, Djebel Iroud, il est là. Djebel Iroud, il y a deux fragments là, hop, et il tombe côté néandertalien de la force. Mais bref, là où je veux en venir, c'est qu'il y a de bonnes raisons quand même de croire que ce petit bout de crâne, il appartiendrait à Homo sapiens. Et il a été daté de 200 000 ans. Et donc, et ça se voit aussi, pareil, quand on revient au fossile lui-même, on voit que l'arrière de la boîte crânienne est bien arrondi et ne forme pas un chignon occipital, donc une boîte crânienne bien globulaire, ce qui est un caractère d'Homo sapiens. Donc, il y a de bonnes raisons de croire que ce petit crâne appartient à Homo sapiens. Oui, mais... il y a quand même la nuance notable qui est que des restes plus complets comme ceux de Djebel Iroud, eux, tombent parmi les néandertaliens. Donc la puissance discriminatrice de ces analyses qu'ils ont faites a quand même ses limites. Et elle ne permet pas notamment de discriminer complètement des Homo sapiens dits archaïques des néandertals. Donc déjà ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Et puis après, il y a la fameuse date de 200 000 ans, parce que si on a un Homo sapiens en Grèce il y a 200 000 ans, ça repousse quand même d'à peu près... Alors, il me semble que la sortie d'Homo sapiens d'Afrique, maintenant, on a tendance à la repousser à 160 000 ans. Voilà, le consensus s'est assis autour de 160 000 ans, qui est une combinaison en fait des restes archéologiques retrouvés en Israël, justement, et en Arabie Saoudite. Non, pardon, pas encore. L'Arabie Saoudite, j'y viens après. Des restes retrouvés en Israël et des datations moléculaires. Donc, quand on utilise l'horloge moléculaire, c'est aussi à peu près la date qu'on a. Donc, le consensus est arrêté autour de 168 000 ans, 8 mai. On a découvert donc en Arabie Saoudite des restes d'Homo sapiens qui auraient 180 000 ans, mais qui sont très maigrichons. Il s'agit d'une phalange, je crois, et de quelques petites choses par-ci par-là. Donc peut-être une sortie d'Afrique à 180 000 ans, mais pas sûr. On a retrouvé en Chine des restes d'Homo sapiens qui ont 210 000 ans. Mais encore une fois, c'est surtout des outils et il n'y a pas d'ossements encore. Donc c'est juste une industrie lithique qui est typique d'Homo sapiens, et non pas d'Homo erectus, qui est censé être l'humain qui vivait en Chine à cette époque-là. Donc encore une fois, les doutes sont permis. Donc là, maintenant qu'on a un crâne qui a l'air vraiment d'être Homo sapiens, en Grèce il y a 200 000 ans, ça tendrait à confirmer que l'être humain est bien sorti d'Afrique il y a 200 000 ans. Donc juste après être apparu, puisque les premiers crânes d'Homo sapiens modernes, finalement, les premiers restes d'Homo sapiens considérés modernes ont autour de 200 000 ans. Donc voilà. Et après, vous avez Homo sapiens archaïque qui serait apparu il y a 300 000 ans. Puisqu'on a le crâne d'Iroud, de Djebel Iroud, qui est considéré comme Homo sapiens moderne par les auteurs des gens qui ont décrit en fait ce crâne.
C'est considéré comme Homo sapiens moderne. Il n'y a rien de moderne dans le crâne de Jebel Irhoud et cette analyse du coup le confirme bien. On trouve Jebel Irhoud du côté néandertalien dans quasiment toutes les analyses, hein. Vous voyez Jebel Irhoud. Après il se trouve quand même pas loin du chevauchement. Vous voyez qu'il y a quand même un des deux crânes. Là par exemple c'est Jebel Irhoud numéro 1 qui se retrouve sur le chevauchement avec Sapiens moderne. Et ici vous avez Irhoud 2 qui se retrouve aussi sur le chevauchement avec Sapiens moderne. Donc c'est un crâne, donc c'est pas un crâne de néandertalien non plus, hein, il n'est pas du côté néandertalien complètement de la force sur ces analyses-là. C'est les analyses d'ailleurs qui correspondent aux analyses de la face. Donc la face serait plus moderne chez Jebel Irhoud, mais par contre la boîte crânienne le place complètement du côté néandertalien. Donc Jebel Irhoud, il y en a un là et l'autre est ici, et là Jebel Irhoud, il y en a un là et l'autre est ici. Donc vous voyez bien séparé à chaque fois d'Homo sapiens anatomiquement moderne, contrairement au crâne de Grèce, du coup. Et donc ça, ça rapporte du nouveau. Alors ça pose pas mal de questions, du coup. Si l'être humain est effectivement sorti d'Afrique il y a 200 000 ans, ça pose la question de est-ce qu'il n'y aurait pas eu 3 migrations d'Homo sapiens en dehors d'Afrique, puisque pour l'instant on est sur un consensus à 2 migrations, une première qui a été avortée il y a 160 000 ans et une deuxième qui aurait fonctionné il y a 80 000 ans, enfin entre 100 et 80 000 ans. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une troisième migration il y a 200 000 ans, voire avant ça, qui aurait aussi raté, mais qui aurait quand même emmené Homo sapiens jusqu'en Chine et jusqu'en Grèce, mais qu'il aurait... Et du coup, ça se connecte aussi avec les hybridations, les nombreuses traces d'hybridation qu'on a pu trouver dans l'ADN de Néandertal et de Sapiens. Donc, si hybridation il y a eu, et si... Enfin, voilà, tout ça se met ensemble et commence et contribue à réécrire en fait cette histoire d'Homo sapiens en dehors d'Afrique, dans ces eaux-là, quoi. Donc, faites attention à ce qu'on vous dit dans la presse. Voilà, la morale de cette histoire, c'est pas qu'Homo sapiens soit pas sorti d'Afrique il y a 200 000 ans. C'est une possibilité qui était déjà envisagée avant la publication de cet article. Mais alors, par contre, quand on vous montre ça en vous disant que c'est Homo sapiens à la place de ça, voilà, le vrai reste d'Homo sapiens, c'est ça. Donc bon, faut pas non plus exagérer, quoi. Faut faire attention à pas se faire piéger. L'article suivant, hop, je passe. L'article suivant, c'est un article donc qui parle aussi de l'origine d'Homo sapiens et encore une fois avec investissement de chercheurs français dans le lot, hein, donc Aurélien Mounier qui nous vient du Muséum national du Muséum d'histoire naturelle de Paris et du Musée de l'Homme. Donc contribution française à la question de à quoi donc ressemblait l'ancêtre commun d'Homo sapiens. Et donc pour ça, ils ont utilisé une technique assez pointue qui consiste à mettre des landmarks, donc des petits points partout sur des crânes digitalisés, ou numérisés si vous préférez, parce qu'il y a des guerrieros de la langue française qui n'aiment pas qu'on utilise le mot digital. Bref, donc numérisés, donc ils ont mis ça sur tout le crâne pour pouvoir quantifier en fait la forme du crâne chez Homo sapiens, donc, et vous voyez qu'ils ont utilisé des populations d'Homo sapiens essentiellement modernes, et ceux justement de Kavzeh et de Skull, donc les tout premiers Homo sapiens modernes d'Israël. Et ils ont fait tourner une analyse qui permet de reconstituer l'état de caractère ancestral, mais pour les quantités que représente chacun de ces landmarks. Et du coup, ça représente une énorme série de chiffres qui peut être retraduite ensuite en une forme, et cette forme, eh bien, c'est la forme de votre ancêtre commun, en fait. Donc voilà à quoi ressemblait... Voilà le crâne de l'ancêtre commun d'Homo sapiens, ce à quoi il devait ressembler, même si en soi on trouvera probablement jamais le crâne qui correspond à ça. Donc ça c'est plutôt fort. Et alors la façon dont ils ont pu atteindre ce résultat, en fait, c'est juste... Encore une fois, vous transformez le crâne, la forme du crâne en quantité, et bien ces quantités peuvent être analysées par analyse en composantes principales.
Donc c'est ce que vous voyez là. Et en fait, il suffit ensuite de redessiner l'arbre phylogénétique par-dessus cette analyse en composantes principales afin de voir où se trouve, pouf, l'ancêtre commun. Voilà. Donc l'ancêtre commun, vous avez un espace qui est dit morphologique, ici, avec des espèces et des individus qui sont distribués sur cet espace morphologique. Donc ici les Homo sapiens, ici les Néandertals, ici les Homo primitifs. Eh bien, en prenant le point de cet espace morphologique qui correspond à l'ancêtre commun, eh bien, vous pouvez dire, ok, voilà à quoi ressemble. Vous pouvez réextraire finalement les coordonnées, toutes les coordonnées, toutes les quantités qui se trouvent à ce point de l'espace morphologique et reconstituer le crâne primitif d'Homo sapiens. Donc le crâne de l'ancêtre commun d'Homo sapiens, et voici donc à quoi il devait ressembler. Donc on retrouve la forme globulaire du crâne, on retrouve cette fameuse indentation dont je vous parlais, là, vous voyez, le maxillaire ici, tac, qui forme une petite indentation et qui n'est pas continue comme chez Néandertal. On retrouve la réduction du boulet supraorbitaire, encore que là on est sur un Homo sapiens, qui devait vivre il y a 200-300 000 ans, donc il y a un petit rebord quand même qui est visible. On retrouve une absence de projection de la face vers l'avant, contrairement à beaucoup d'autres représentants du genre Homo, mais il y a quand même, vous voyez, une petite projection. Et donc, ce crâne, ce qu'il y a d'intéressant ensuite, c'est de le comparer à tous les crânes fossiles qui n'ont pas été inclus dans l'analyse. Bah oui, parce qu'on ne va pas le comparer aux crânes qui ont été inclus dans l'analyse, sinon vous mordez la queue, hein, évidemment, mais vous voyez qu'ils n'ont utilisé que les tout premiers Homo sapiens hors d'Afrique pour faire cette analyse. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est de le comparer du coup à tous les Homo sapiens supposés qui ont été retrouvés en Afrique. Et ça du coup, ça vous donne cette figure-là. Et donc ce qu'il y a de très intéressant, c'est que en le comparant à tous les Homo sapiens d'Afrique, eh bien celui qui y ressemble le plus, c'est l'Homo sapiens. Alors un spécimen qui a souvent été appelé Homo elmei ou bien heidelbergensis, mais qui est en fait le crâne de Florisbad, donc retrouvé en Afrique du Sud et qui date de 256 000 ans. Donc ce crâne, il a des petits bourrelets susorbitaires, il a un front qui est, vous le voyez, légèrement fuyant, comme celui de cet Homo sapiens reconstitué, au lieu d'avoir un front bien vertical, il a un front légèrement fuyant, et il n'a pas de museau fortement prononcé, pas de fort museau visible, et pas de bourrelet supraorbitaire fortement prononcé non plus. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que ça pointe. Et c'est aussi ce que leurs analyses tentent à montrer. Donc après, ils ont refait les analyses, mais en incluant cette fois les crânes fossiles d'Afrique. Et ce qu'ils trouvent, en fait, c'est que leur ancêtre commun, vous voyez là, le LCA, donc leur ancêtre commun hypothétique, le crâne le plus proche, c'est celui de Florisbad. Voilà. Et encore une fois ici, l'ancêtre commun. Ah non, là ils n'ont pas inclus Florisbad parce que c'est sur l'arrière de la boîte crânienne et que Florisbad n'a pas de boîte crânienne. Donc c'est juste sur cette analyse-là que Florisbad ressort comme le plus proche. Mais quand on inclut que la boîte crânienne, en fait il n'y a aucun des trucs africains qui y ressort. Donc si on peut supposer que si Florisbad était là, peut-être que ce serait lui qui ressortirait là. Et donc voilà. Voilà. Donc vous avez des candidats évidemment qui viennent d'un peu partout en Afrique. Vous avez donc... Alors attendez, on va regarder dans la légende. Hop. Donc dans la légende, on a Homo 2, donc qui vient d'Afrique de l'Est, LH18 qui vient aussi d'Afrique de l'Est, hein, donc Tanzanie, Kenya, etc. Hein, ça vient de par là. Donc Florisbad qui est le troisième. KNMES qui vient aussi du coup d'Afrique de l'Est, et le fameux crâne de Djebel Iroud, donc le fameux crâne du Maroc. Et ce qui est intéressant, voilà, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le crâne de Djebel Iroud, il est marrant parce que la boîte crânienne, vous voyez, elle a un énorme chignon occipital qui fait très néandertalien, mais la face, elle est un peu plus sapiens que néandertalienne. Par contre, c'est de l'Homo sapiens très très archaïque, hein. Vous voyez un gros bourrelet supraorbitaire, vous voyez un petit museau là, bien proéminent là, comparé à ce qu'on peut voir ici. Vous voyez un petit museau
Un petit museau bien visible quand même, et une robusticité du visage en général très très prononcée. Donc Jebel Irhoud, Homo sapiens, oui, mais alors moderne, ouais non, probablement pas moderne. Et là vous avez définitivement 2 analyses qui ont été publiées qui ont l'air de bien indiquer que oui, c'est pas pour rien qu'il est vieux de 300 000 ans, hein. Il a vraiment une anatomie qui est sapiens, oui, mais alors très archaïque, hein. Donc comparé par exemple à celui-là, là, le KNMES d'Afrique de l'Est, là vous voyez que les bourrelets susorbitaires sont beaucoup plus fins et qu'il n'y a pas de museau et il y a une boîte crânienne bien globulaire. Donc ça, on est beaucoup plus sur du sapiens là, visiblement. Du sapiens anatomiquement beaucoup plus moderne. Et donc Florisbad serait le plus anatomiquement proche finalement de cet ancêtre commun. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant parce que ça pointe du doigt finalement un spécimen sud-africain, et quand on sait, quand on constate en regardant la phylogénie des humains modernes, donc phylogénie qui est basée sur des caractères moléculaires, hein, donc de l'ADN, eh bien on voit qu'en fait les populations humaines modernes qui sont le plus à la base de l'arbre, eh bien elles viennent d'Afrique évidemment, puisque l'homme est originaire d'Afrique, mais les plus basales, eh bien ce sont les Khoisan, que vous voyez ici, avec les pygmées qui viennent d'Afrique centrale. Donc on est vraiment sur une origine au sud de l'Afrique. Et si on ajoute du coup que le plus proche de l'ancêtre commun ici, c'est un crâne qui vient de Florisbad, donc d'Afrique du Sud, ben, géographiquement, ça veut dire que toute cette région-là de l'arbre, elle est quand même fortement attachée au sud de l'Afrique. Donc ça contredit aussi, bah déjà ça contredit du coup les conclusions de l'article à propos du crâne de Jebel Irhoud qui plaçait l'origine de l'homme en Afrique du Nord, et ça contredit aussi certaines analyses moléculaires qui avaient envie de complètement botter en touche la question de la géographie en disant mais l'homme il est originaire de partout en Afrique. Voilà. Bon, oui, mais enfin l'évolution c'est un peu plus, enfin je sais pas comment une population ancestrale peut être toute l'Afrique quand on sait d'après la diversité génétique qu'ils étaient qu'une poignée, hein. Je veux dire, ils étaient même pas 1 million, ils étaient même pas, je sais même pas s'ils étaient 100 000 en réalité les humains à l'époque, quoi. Donc comment est-ce qu'on peut dire que cette population était à l'échelle de toute l'Afrique alors qu'ils étaient si peu nombreux, quoi? Ça me semble quand même un peu bizarre. Donc avoir une origine géographique un peu plus resserrée comme ça, déjà ça me semble un peu plus faisable, on va dire. Donc voilà, maintenant reculons dans le temps et allons voir du côté des Australopithèques. Donc on remonte dans le passé et on va voir nos ancêtres, les cousins de Lucie, avec la découverte de ce crâne. Donc très très joli crâne, plutôt bien préservé, de Australopithecus anamensis, c'est écrit ici, hein, si vous voulez savoir comment ça s'écrit, Australopithecus anamensis, qui est le plus vieil australopithèque, puisqu'il a vécu autour de 4 millions d'années. Donc il est plus vieux que Lucie, il est même un petit peu plus vieux que Littlefoot, voilà, et il vient d'Afrique de l'Est. Et donc c'est une découverte intéressante parce que c'est Australopithecus anamensis, et que Australopithecus anamensis, il était surtout connu par ses dents et pas tellement par sa tête. Donc maintenant on a un crâne d'Australopithecus anamensis, mais après c'est la morphologie crânienne d'un australopithèque classique, hein, petite boîte crânienne, énorme mâchoire, museau proéminent, canine très très large. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont réussi à attribuer ce crâne à Australopithecus anamensis, parce que, comme je vous l'ai dit, le taxon anamensis est connu surtout par ses dents. Vous voyez l'état des dents sur celui-là, vous vous dites mais comment ils ont fait pour dire que c'était anamensis? Bon, ils ont regardé la canine, parce que la canine apparemment elle est très très spéciale chez anamensis, elle est très très large, très très robuste, et du coup la canine est très similaire entre ce spécimen là et les autres spécimens d'anamensis. Et puis voilà quoi, c'est surtout ça qui est intéressant par rapport à cette découverte. Donc gros article dans Nature avec des grosses autorités dedans, hein, A.L. Selassie évidemment, qui en premier auteur, qui est une grosse autorité dans la matière. Mais bon, finalement, ça enfonce un peu des portes ouvertes, hein, puisque anamensis, au final, il est situé dans l'arbre phylogénétique humain, il est situé
entre l'Australopithecus, entre Lucie, hein, donc Australopithecus afarensis, et Ardipithecus. Et donc Ardipithecus et Australopithecus afarensis, ils sont pas si différents en termes de morphologie crânienne. Hein. C'est surtout la morphologie des pieds qui est très différente. Afarensis est très très dérivé comparé au niveau des pieds, comparé à Ardipithecus. Mais bon, voilà, c'est quand même intéressant d'avoir maintenant ce crâne qui vient confirmer finalement la position d'Anamensis à la base de l'arbre phylogénétique humain. D'ailleurs, j'y pense, mais cet article, il est très notable par le fait qu'il adopte justement un point de vue phylogénétique. Parce que ça, c'est très très rare dans les articles de paléoanthropologie que les paléoanthropènes de faire des analyses cladistiques. Pour confirmer la position phylogénétique de leur spécimen, eh bien, dans cet article-là, ils l'ont fait. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. C'est pas juste des quantités, c'est pas juste des comparaisons et du pifomètre. Il y a quand même une formalisation des hypothèses phylogénétiques sous forme d'analyse cladistique. Loin de moi l'idée de dire que les analyses cladistiques, c'est l'avenir, c'est beau, c'est magnifique, ça ne fait aucune erreur. C'est pas le cas. C'est juste qu'au moins, ça donne un cadre de répétabilité à vos hypothèses phylogénétiques. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir derrière vous, regarder votre méthode et vous dire « Ok, à cet endroit de la méthode, je ne suis pas d'accord et on peut changer ça et voir quel effet ça a sur le résultat final. » Donc ça, c'est quand même vachement important. C'est un grand pas en avant de voir des recherches de paléoanthropologie avec des analyses cladistiques systématiques. Voilà. C'est pas les premiers à l'avoir fait, hein, vu qu'ils ont récupéré eux-mêmes des analyses cladistiques qui venaient d'ailleurs, d'autres articles, mais ce serait quand même bien de voir ça se systématiser dans le futur. Et donc là, ce crâne, il confirme la position d'Anamensis, comme je le disais, entre Ramidus et Afarensis, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et l'une des grosses conclusions de l'article, eh bien, c'est justement de faire, j'ai envie de dire, de faire sécession avec justement la vision anagénétique de l'évolution humaine. C'est-à-dire qu'en gros, Anamensis était considéré comme l'ancêtre direct d'Afarensis. Voilà, c'est quand même une grosse hypothèse, faut bien le dire. Surtout quand on n'a que des dents. Ancêtre direct alors qu'on n'a quasiment rien du machin, à part une date qui est effectivement plus ancienne que celle d'Afarensis, mais bon voilà, c'est le plus ancien des Australopithèques, alors pourquoi pas l'ancêtre de n'importe quel autre, bref. Donc voilà, c'était quand même une grosse hypothèse qui était basée sur pas grand chose, et là du coup ils ont complètement fait sécession avec cette hypothèse en déclarant que Anamensis n'était certainement pas l'ancêtre d'Afarensis. Déjà parce qu'ils ont constaté que sur le crâne, Anamensis a des caractères qu'Afarensis n'a pas et qui... Enfin, ce sont des caractères dits autapomorphiques, donc des caractères qui sont propres à Anamensis et uniquement à Anamensis, donc ça exclut une ancestralité directe avec une autre espèce. Et quelle que soit l'espèce en question, mais surtout ils ont identifié en fait qu'il y avait un autre morceau de crâne qui avait été attribué à Anamensis parce qu'il était vieux, donc c'est un tout petit fragment de crâne, qui avait été attribué à Anamensis parce qu'il était vieux d'à peu près 4 millions d'années, et au final, eh bien, il ne correspond pas à la morphologie d'Anamensis, mais au contraire à la morphologie d'Afarensis. Donc du coup, c'est ce dont ils discutent là, hein. Ils disent que du coup ce fragment il appartient peut-être plus à Afarensis, ce qui veut dire qu'Afarensis et Anamensis étaient probablement contemporains. Voilà, donc Afarensis a probablement vécu autour de 3,8 millions d'années. Donc s'ils étaient contemporains, Anamensis ne peut pas être l'ancêtre d'Afarensis. Donc j'aime beaucoup cet article parce qu'il jette vraiment... Il jette vraiment des grosses bases pour l'utilisation, en faveur de l'utilisation systématique d'analyses phylogénétiques, qu'elles soient cladistiques ou autres, hein, en paléoanthropologie. Et enfin, le dernier article, c'est un article dont vous avez probablement pas vu le titre ou aucune des figures. Ce que vous avez pu en voir, c'est ça. Donc vous avez certainement vu cette image passer à propos de cet article. Donc un bassin de chimpanzé, un bassin intermédiaire et un bassin de gorille, si je ne m'abuse, parce que ça n'a pas l'air du tout d'être un bassin d'Homo sapiens. Bassin d'Homo sapiens serait beaucoup plus large.
Et donc cet article était souvent accompagné d'un titre putaclic, encore une fois, qui dit une forme intermédiaire entre, entre les hominidés qui éclaire sur l'origine de la bipédie chez l'homme, ou un truc comme ça, quoi. Et en fait, non, pas du tout, hein. C'est pas du tout ça qui s'est produit. Donc c'est un article qui parle d'un fragment de bassin qui a été retrouvé en Hongrie, donc qui a été publié par des Américains essentiellement, dont David Biggin, qui est l'autorité suprême en termes de dominoïdes, mais qui ne sont pas des hominidés, justement, ou pas des homininés, quoi, qui ne sont pas de la lignée humaine. Donc voilà, c'est lui l'autorité suprême, donc c'est plutôt du sérieux. Donc voilà, en noir, les fragments qui ont été retrouvés, hein, donc c'est pas grand chose, et on peut d'ailleurs leur reprocher, parce qu'il y a un moment dans l'article où il déclare qu'il y a aussi un fémur, par exemple, et qu'il y a aussi des dents, et qu'il y a d'autres morceaux, donc ils ont l'air de vouloir décrire leur truc en compte-gouttes, un os à la fois, donc un os, un article, c'est du bon rendement. Et donc c'est bizarre en fait. Ouais, voilà, ce qu'il y a de bizarre, c'est que du coup, c'est un article où ils décrivent la posture de l'animal à partir du bassin, mais où ils ont finalement découvert un fémur aussi, et ils prennent pas en compte ce que leur dit le fémur. Donc c'est quand même bizarre de décrire le bassin d'un côté, le fémur de l'autre. Enfin, je sais pas ce qu'ils nous préparent avec leur truc, mais vous voyez, ils sont obligés de faire des reconstructions en 3D de la tête du fémur alors qu'ils ont un fémur. Donc c'est ça que je comprends pas. Alors qu'ils déclarent avoir un fémur. Donc je sais pas ce qu'ils nous préparent avec ça. Est-ce qu'ils sont en train de nous charger une bombe sur l'évolution de la bipédie? Je pense pas, parce que de toute façon, leur truc, il était à des kilomètres d'être bipède. Et c'est d'ailleurs leur conclusion. Hein, c'est la conclusion de la fin de l'article. Le bassin correspond à un animal qui est totalement quadrupède. Donc même les articles putaclic là, de la presse, ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. Il n'y a jamais été question dans cet article de bipédie, quoi. Si on va là, voilà. Si on vient ici, RUDU suggests that a full suite of orthograde adaptation characterizing extant hominoids, etc. etc. Voilà, orthograde, ça veut dire la colonne vertébrale à l'horizontale. Donc quadrupède, hein. Et c'est leur conclusion à eux. Donc voilà, je la contredis pas, hein, parce que ce bassin, il a toutes les caractéristiques d'un bassin de quadrupède, hein. Donc quand j'ai vu l'article, je me suis mis à rêver de peut-être on arriverait enfin à expliquer d'où sortent les empreintes soi-disant de bipèdes qui ont été retrouvées en Grèce, parce que bon, on est quand même sur un bassin qui a 10 millions d'années, et sachant qu'il y a des empreintes bipèdes qui ont été retrouvées, des empreintes de singes bipèdes qui ont été retrouvées en Grèce et qui datent de 7 millions d'années. Bon, là on est en Hongrie, on n'est pas en Grèce, mais bon, ça fait quand même un tout petit espace à remplir. Parce que, pour comprendre, si on avait eu un hominoïde qui était bipède en Hongrie il y a 10 millions d'années, il y avait quand même un peu moyen de s'imaginer qu'il y avait de l'hominoïde bipède en Grèce il y a 7 millions d'années, quoi. Bon, au lieu de ça, il faudra toujours se contenter d'un autre hominoïde qui s'appelle Oreopithecus. Donc Oreopithecus que je vous montre en ce moment à l'image, donc vous pouvez voir c'est un très très beau squelette, et donc lui il a définitivement par contre un bassin qui correspond beaucoup plus à un bipède. Vous voyez la largeur des ailes du bassin correspond beaucoup plus à un animal qui marchait sur deux pattes et qui du coup avait besoin de support en fait pour ses viscères, comparé à ce bassin qui lui a des ailes beaucoup plus étroites. Donc ouais, faites attention encore une fois à ce que dit la presse, aux combinaisons aussi d'images et de titres, parce que au final, si vous lisez les articles de presse, au bout d'un moment, ils finissent par le dire que le truc était quadrupède. Mais c'est juste que la combinaison de l'image d'un singe bipède et de l'évolution, qui révolutionne l'évolution de la bipédie chez les homininés, bah forcément vous combinez tout ça, au bout d'un moment bah ça vous donne l'idée que on a découvert un singe bipède qui vivait il y a 10 millions d'années en Europe, et pouf, ça change tout à l'origine des êtres humains. S'il y avait des bipèdes en Europe il y a 10 millions d'années, bah non, on avait déjà Oreopithecus 8 millions d'années en Italie, et ça n'a pas changé l'image de l'évolution humaine, hein. C'était juste qu'il est interprété comme un bipède arboricole, donc il vivait comme un orang-outan. Bah oui, parce que les orang-outans aussi sont considérés comme bipèdes, mais bipèdes arboricoles.
Donc voilà, faut savoir mettre des nuances un peu dans vos articles de presse. Voilà. Mais sinon, comme j'ai dit, le problème c'est que c'est la description que d'un bassin, parce qu'ils ont décidé, pour une raison que j'ignore, de décrire leur matériel au compte-gouttes. Donc voilà. Donc ça montre définitivement que l'ancêtre commun de Rudapithecus, des chimpanzés, des gorilles et de l'homme, du coup, était quadrupède. Donc d'ailleurs au passage encore un petit tacle à la bipédie ancestrale. Hein. Là pour le coup ça met un bon gros tacle à l'hypothèse de la bipédie ancestrale, qui je le rappelle n'est basée sur aucun fossile pour autant que je sache. Donc voilà, c'était la revue de toutes les news qu'il y a eu pendant l'été, et j'espère que du coup vous allez être nombreux à voir ce Paléo News et à soutenir ce nouveau format. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'anciens. À très bientôt.